un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Gauthier. Salut Flavie. Alors, tu vas Ouais, bien? dis donc, t'as la voix rocailleuse. C'est juste que j'ai pas encore bu mon Armagnac du soir, tu sais. Alors, forcément, ça s'assèche. Mais je préfère pas le faire avant l'émission parce que je pourrais tenir des propos que je regretterais ensuite et qui pourraient mettre au... Mais justement, on devrait prendre un petit verre en fait avec l'émission. On y a le droit. Ah, mais j'en Ça, prends avant, mais je prends juste du vin. L'Armagnac, c'est plus le digestif, c'est après. Alors, on est particulièrement fatigués l'un et l'autre ce soir, avec très peu d'heures de sommeil. Non, moi j'ai des heures de sommeil, mais je suis fatigué. Alors, de quoi parlons-nous ce soir? Rapidement, parce qu'on va faire une émission pas trop longue. On va parler de la TVA, enfin, du discours du LFiste David Guiraud à l'Assemblée nationale sur la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, bien sûr. Et c'est un LFiste, mais je ne suis pas en total désaccord avec son discours. Ensuite, nous parlerons des propositions de Retailleau sur l'immigration, comment elles sont cooptées selon les sondages par la population. Puis nous passerons à l'Iran, à la situation de ce qui se passe en Iran, Israël, et les derniers rebondissements, entre guillemets, et quelques mots pour terminer sur Kamala Harris, notre candidate démocrate, qui a quand même, malgré son coaching, à mon avis, intense, ne brille pas par sa... Je sais pas, quand tu as parlé de Kamala Harris, j'ai immédiatement pensé à Merci pour ce moment, tu sais, le bouquin de Valérie Trierweiler. C'est bizarre. Elle a un petit côté Trierweiler, peut-être, un peu... Elle ferait mieux d'être l'épouse du président, peut-être, à rire comme ça, de son rire un petit peu hystérique. On va pas commencer l'émission par la fin. Non. Et excusez-moi, je repose mon téléphone qui sonne malencontreusement. Donc, que disons-nous? Oui, le discours de David Guiraud à l'Assemblée LFiste, donc, à l'Assemblée nationale, sur le fait que l'État n'a jamais levé autant d'argent de son histoire. Alors là, j'ai pris quelques notes. Je ne voudrais pas me tromper exactement dans les chiffres parce que quand je prends des notes, j'écris mal. Mais en tout cas, en 2021, on était à 295 milliards de levées d'impôts et nous sommes 295, 322 en 2022 et prévu pour 2025, 357 milliards. Il faut bien payer la dette. La dette, les intérêts de la dette, etc. Mais ça ne sert... Enfin, je ne sais... Enfin, là, c'est le budget. C'est un levé d'impôt pour le budget 2025. Je ne sais pas quel est ce qui part dans la dette. Là ça, La dette est je crois que le service de la dette est le premier poste de dépense. Oui, mais sur quel pourcentage de la levée d'impôt? Sans doute plus que tu ne le crois, malheureusement. Oui, je ne crois rien, d'ailleurs. Et bon, là-dessus, il parle du fait que en fait, l'impôt le plus injuste, qui est la TVA, puisque c'est un impôt qui est payé au même montant que vous soyez pauvre ou riche, c'est celui-là qui maintenant augmente de plus. Et donc, il est passé, donc je ne me trompe pas dans mes notes, de 163 milliards en 2017 à visiblement 217 milliards en 2024. Alors pourquoi est-on si riche et en déficit? Où va l'argent, nous dit-il? Il y a 100 milliards sur ce montant, il y a 100 milliards de TVA qui, par décision gouvernementale, ne sont plus dans le budget de l'État. Alors ça, c'est quelque chose parce que le budget de l'État, on dirait, c'est solidarité, service public, transition écologique. Donc ces 100 milliards, a priori, sont partis chez les nouveaux acteurs qui perçoivent maintenant la TVA, que sont la sécurité sociale et les collectivités locales.
Et ce qu'il nous dit également, c'est qu'on a baissé les cotisations patronales. Alors là où moi je suis en désaccord avec David Guiraud, c'est que qu'est-ce qu'on appelle, enfin ça dépend pour qui, c'est-à-dire que je pense que les PME, il faut les alléger. Après, le CAC 40, c'est un peu différent. On parle toujours de cotisation patronale, mais on ne dit pas de quel type d'entreprise on parle, et c'est quand même une différence importante à faire. Alors lui dit que c'est surtout, pour cette baisse a été surtout bénéficiaire au CAC 40. Moi, là, je répète ce que dit David Guiraud, hein, mais a priori, il ne devrait pas circuler de fausses informations. Alors, la TVA qui va à la sécurité sociale, c'est passé visiblement de 53 milliards en 2021 à 60 milliards en 2023. Et puis après, vous avez la TVA qui passe aux collectivités locales, qui, à cause de la suppression des impôts locaux, notamment la taxe d'habitation, il fallait compenser. Donc, et c'est dommage parce qu'elle était payée beaucoup par les entreprises et les Français les plus riches. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien, puisque depuis 2017, je crois que c'est en 2017 hein, qu'il a annulé la taxe d'habitation. C'était une démarche. Oui, je crois que c'est ça. Je crois, hein. Et aujourd'hui, donc il n'y avait pas du tout de TVA qui allait aux collectivités locales à cette époque-là. Et aujourd'hui, nous sommes à 50 milliards. Voilà. Et il est prévu, bien sûr, abonnement électricité gaz, TVA x4. C'est prévu pour l'année prochaine, enfin bientôt. Pour terminer sur ce chiffre aussi assez parlant, qui en 2019, 5% des Français les plus pauvres payent 58% de l'impôt et 5% des plus riches n'en payent que 51%. Voilà. Veux-tu réagir à toutes ces informations, Gauthier ? Déjà, entre-temps, j'ai regardé. Alors, la dette est le 4e des 10 premiers postes du budget en 2024. Donc, tu vois, je suis assez étonné. Avec, que je vérifie, 52,2 milliards. Par exemple, la défense est devant avec 67,9 milliards. J'avoue que ça ne me rassure pas tant que ça. L'enseignement, 86,9 milliards. Et alors, 140,2 milliards, ce sont les remboursements d'impôts. Alors, dans ce cas, on peut dire qu'en fait, c'est le 3e poste de dépenses de l'État. Il n'empêche, il y a certaines années au début des années 2000, c'était le 1er poste. Donc, est-ce que c'est... J'avoue que je suis un peu étonné. Attends, je suis un peu confuse là. Tu dis donc la dette. La dette, c'est le 4e poste des dépenses de l'État. Oui, ça d'accord. Mais alors, en fait, 140 milliards, c'est les remboursements d'impôts. Mais qu'est-ce qu'on appelle les remboursements d'impôts, Gauthier? Je comprends pas. C'est les impôts qui ont été perçus en trop. Je sais notamment que l'année dernière, l'État m'a perçu trop d'impôts. C'est un poste aussi important que ça. Il me fasse un chèque. Oui, mais d'un autre côté, c'est un petit peu un cache, j'ai envie de dire un cache-misère, parce que en réalité, il faut regarder les 3 premiers postes qui sont des dépenses actives. Mais donc, c'est l'éducation, très nettement, puis après la défense, qui est passée devant la charge de la dette. Traditionnellement, c'était toujours la dette ou l'éducation qui se battaient en duel, sachant que moi je trouve qu'il y a toujours un paradoxe là-dessus, parce que l'éducation, c'est l'avenir, là où la dette, c'est plomber l'avenir. Ouais. Donc c'est toujours la question de savoir qu'est-ce qui va être... Il y a un peu des deux. Qu'est-ce qui va être devant. Un peu des deux, on plombe et on prétend... Ouais. Et on prétend préparer l'avenir. Bon, l'éducation nationale, je ne sais pas si... Mais alors, donc en fait, je ne comprends pas ce brave député LFiste. En fait, il se plaint que l'État prélève trop. Et je croyais que justement, la LFI voulait augmenter les fonctionnaires. D'ailleurs, je suis pour, mais en faisant des dépenses gigantesques. Non, enfin, il ne se plaint pas du trop de prélèvements, mais il se dit on est riche, mais où va l'argent, puisqu'on est en déficit. Déjà ça. Et après, il dit que finalement, là où on prélève, maintenant, c'est sur l'impôt le plus injuste. C'est pour ça que pour une fois, en effet, je trouve qu'ils sont un peu pertinents. Je te donne l'entière responsabilité de tes propos. Non, mais ça peut arriver, c'est même pas pour une fois, ça peut arriver, mais là, une horloge cassée donne 2 fois de la bonne heure. Hein. Je pense que c'est des informations qui sont très importantes, oui, parce que je n'aurais pas du tout conscience de ça. Hein.
C'est frappant, moi je trouve que le Mozart de la finance fait beaucoup de fausses notes quand même. Et en tout cas, le Mozart de la finance est le grand libéral qu'on nous promettait et qu'adorent tous les libéraux de notre pays. N'a jamais été celui qui a prélevé le plus d'impôts de notre histoire. Donc je trouve que c'est quand même un paradoxe. Et puis qui a fait exploser la charge de la dette. Voilà. Alors après, à sa décharge... nos libéraux, justement. C'est que ce n'est pas un libéral en réalité, c'est un autre sorte. C'est voilà. Bon, on va peut-être pas lancer encore ce débat ce soir. Mais... en fait. Non, c'est pas non plus une étatiste. Il se sert de l'État pour, je dirais, pour favoriser une certaine caste financière, mais l'État, il s'en sert. C'est pas un État régalien. Sur le régalien, on est très mauvais. Donc, l'État est là pour fonctionner et redistribuer en fonction de... Mais est-ce que c'est pas ça, en fait, une vraie tradition française? Parce que quand tu regardes au XVe siècle, tu vois qu'en Europe, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Angleterre, se créent des fortunes capitalistes. Et en France, l'exemple de fortune capitaliste qu'on donne toujours au sortir de la guerre de 100 ans, c'est Jacques Coeur, qui fait fortune, mais parce qu'il est en fait rentier proche de l'État, et qui va notamment bâtir toute sa richesse sur des commandes étatiques. D'ailleurs, dès qu'il va tomber en disgrâce, tout son empire économique va s'effondrer et va finir mourir en croisade, ce qui est déjà un petit peu tard pour l'époque. Et quand on regarde les grandes fortunes françaises, elles se sont toujours constituées dans la proximité du pouvoir. La structure du capitalisme français au XIXe siècle naît de la Révolution française, avec des gens qui ont pu bénéficier de la vente des biens de l'Église organisée par l'Assemblée nationale et par les gens qui avaient pris le pouvoir. Donc je crois que, en fait, en France, il n'y a jamais eu de vrai capitalisme sur le modèle anglo-saxon. On a en fait des rentes étatistes, avec un État qui est chargé de ponctionner les populations pour après redistribuer des prébendes et ainsi, en fait, s'assurer le soutien de ces castes qui sont, en fait, si j'étais vraiment très provocateur, je dirais que les libéraux français, c'est des fonctionnaires étatiques sans le statut de la fonction publique. Ouais. C'est un peu ça. Et évidemment... Les libéraux qui aiment bien faire payer leur profit privé, par contre, perte publique. Perte publique, oui, et ça, bien sûr. Et alors bon, donc j'ai dit là des fonctionnaires sans office de fonction publique. Si je voulais dire vraiment être très méchant, je dirais c'est un peu des prostituées de l'État. Oui, mais je dirais quand même que toutes les grandes entreprises françaises n'ont pas, bon, je ne suis pas une spécialiste du sujet, n'ont pas eu toujours besoin de l'État. Et c'est-à-dire, je ne comprends pas, là, les grandes boîtes multinationales françaises qui sont plus tellement uniquement françaises, c'est-à-dire le CAC 40, je précise à chaque fois, est maintenant à 50% de fonds étrangers, je ne vois pas en quoi ils ont besoin de l'État. Enfin, c'est toujours plus dans ces cas-là, mais... quelles boîtes françaises sont parisiennes aussi, c'est ça, parce qu'il y a quand même vraiment des... Tu vois, je pense par exemple une très très grande boîte française, alors qui a perdu de sa superbe, mais au XXe siècle, c'était la Lyonnaise des Eaux. Il y avait le Crédit Lyonnais. Il y avait en fait beaucoup, je pense que souvent quand tu regardes les grandes boîtes françaises, tu as soit des boîtes qui sont en fait qui fonctionnent un peu comme des hybrides vis-à-vis de l'État. Je pense à des boîtes comme Total, je pense à des boîtes comme Alstom, jadis Safran, etc. Et de l'autre, tu as les boîtes du capitalisme français provincial qui, elles, fonctionnent beaucoup plus sur un système capitaliste classique. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, elles ont perdu beaucoup de leur superbe. Alors déjà, la crise de 29 leur a fait beaucoup de mal. C'est le début du démantèlement du capitalisme régional français. Et puis, à mesure que l'État est allé dans des grands projets, a pris le leadership sur des projets technologiques dans les années 60-70, c'est devenu de plus en plus compliqué pour ce capitalisme provincial. Enfin, mais je pense que très souvent, il y a beaucoup de gens qui se disent libéraux parce qu'en fait, ils ne veulent pas voir la réalité en face, qu'en France, le libéralisme a peut-être existé d'un point de vue
politique, mais que d'un point de vue économique, c'est un étatisme rentier assez vulgaire. Oui, enfin, mais qu'est-ce que tu appellerais étatisme? Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu appellerais étatisme rentier? Aujourd'hui, précisément. En fait, pour Les moi, boîtes maintenant, françaises sont quand même... pardon. l'État français, c'est en fait une pompe à redistribution. Oui, d'accord. C'est-à-dire, comme l'a dit ce brave député LFI, Mais il pompe de l'argent, beaucoup plus que dans d'autres pays, alors que le système social va globalement se dégradant depuis, on va dire, le milieu des années 90. Il faut rappeler qu'en 2000, la France avait le premier système mondial selon le classement de l'OMS de en termes santé, de tu veux santé. dire? Oui, voilà, de Oui, santé. voilà, Là, parce le que système voilà, le éducatif. système social, c'est pas que la santé. Voilà. Je pense pas Oui, que le le système système, social soit très dégradé, le système de santé, oui. le Je pense pas que le système montant des éducatif. aides ait baissé depuis. Oui, et en fait, là-dessus, l'État pompe énormément d'argent et va redistribuer l'argent à des clientèles ciblées dont Et puis, il il y a aura une seule besoin pour se maintenir. Mhm. Alors, les clientèles ciblées, ça peut être à la fois donc, ce capitalisme rentier, les élites, des métropoles principalement parisiennes. Ça peut être aussi par des systèmes de protection sociale des populations, comme on dit, fragiles, des populations sensibles, des populations qui parfois envoient des lettres d'amour qui brûlent à l'eau de vie, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tout ce système est un système très instable, mais qui permet à l'État de se maintenir et d'être en fait incontestable et incontesté en France. Ouais. Alors que ce soit l'État anglais, l'État américain, l'État allemand, l'État italien, il a toujours comme contrepoids des bourgeoisies qui ne lui doivent rien. Bien, ouais. Voilà. Oui, en effet, c'est une grande différence. Mais Et, c'est et vrai que je trouve que assez malsain que ces grandes multinationales qui sont encore françaises reçoivent de l'argent de l'État et donc des Français, alors qu'elles produisent des profits considérables. Donc je ne comprends pas ce qui justifie cette redistribution-là. après, les grandes multinationales françaises, souvent, sont quand même des grandes multinationales liées au domaine militaire. Et ça, je pense qu'il y a Oui, il y en peut-être a une pas. spécificité, Ouais, pas toutes quand même. mais il y en a pas mal. Et puis, le domaine militaire, c'est quand même beaucoup étendu ces dernières années, parce qu'avec la montée en puissance du capitalisme de surveillance, comme l'explique Zuboff, c'est-à-dire faire de l'argent en proposant des solutions pour surveiller les gens, leurs données, etc. On a vu la mise en application au moment du Covid, notamment. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de domaines qui sont liés à ce rapport assez militaire, en fait, à la société. Et donc, je me demande si ça vient pas du fait que l'État français est né de la guerre. On voit vraiment cette spécificité qui se cristallise au moment de la fin de la guerre de 100 ans. Et c'est un peu un fil d'Ariane qu'on pourrait tirer jusqu'à notre époque, en fait. Enfin, je sais pas. C'est une C'est vrai hypothèse. que, comme nous dit la régie, oui, Dassault, Thales, Safran, Airbus, etc. Ça a été les Oui, grands navires amiraux. gros. Et puis Total, comment ils piraient le pétrole dans les pays d'Afrique s'il n'y avait pas quand même aussi le hard power français derrière. Bien sûr. Mais après, bon, nous, on est surtout sur le luxe. C'est quand même, je pense, qui arrive pratiquement en premier dans la production française aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi l'État devrait s'insérer dans LVMH ou Là encore, regarde, LVMH, d'une certaine manière, fait de Paris une vitrine. On a vu à la cérémonie des JO, il y a cette idée de mettre en scène le patrimoine français pour les besoins de ce groupe. D'ailleurs, tu as vu, ça va mal, LVMH. Non, Parce que le problème, c'est que la consommation du luxe s'effondre, notamment en Chine, parce que les classes moyennes chinoises commencent à économiser. Ah, d'accord. C'est un drame, oui. D'accord. LVMH, ils ont un peu de temps avant de dégringoler. Hein. C'est quand même le premier groupe. Il va y avoir, tu sais, il y a des gens qui attendent Scarface 2. Il y a d'autres personnes qui vont attendre Merci Patron 2 de Ruffin. En plus, si j'ai bien compris, il a du temps libre. Donc,
Il va pouvoir faire ça. C'est vrai que c'était pas très fin ce film. Alors, on passe au sujet rapidement numéro 2, on va juste y passer rapidement. C'est le projet. Alors, nous avons un Bruno Retailleau dans ce gouvernement, ce qui me semble complètement fou d'ailleurs. Je ne comprends pas la démarche de notre président à choisir un républicain. Alors déjà, les républicains ont été Je pensais que tu allais dire de dissoudre l'Assemblée nationale, d'organiser les JO, parce que tu sais, quand tu dis je ne comprends pas la démarche du de choisir président. beaucoup de républicains alors qu'ils sont plutôt des perdants de ces élections, ça c'est encore un autre sujet, et de choisir le plus à droite des républicains, qui est Bruno Retailleau, surtout donc, à l'intérieur, et donc sur la question migratoire, qui, alors que Macron est totalement favorable en général à l'immigration, donc c'est vraiment du en même temps magnifique. Je ne sais pas à quoi il joue, mais en tout cas... La soupe de notre gueule, c'est à peu oui, près ça c'est clair, ça c'est sûr. Retailleau, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va trop se laisser marcher sur les pieds, mais enfin, a priori, il n'a absolument aucune marge de manœuvre. Hein, parce qu'au-dessus, il y a Macron, Conseil d'État, Conseil constitue, et après l'Europe, on connaît la musique. Alors, évidemment, Gabriel Attal, je vous fais rapidement l'article du Figaro sur ça, décrié par Gabriel Attal, donc ce projet de loi qui ne juge pas prioritaire, c'est-à-dire que c'est la énième loi immigration. Tu sais que tu as raté ta vie si tu n'as pas été décrié par Gabriel Attal avant tes 40 ans. Ouais. Alors, ce qui est attends, oui, évidemment, la base électorale du camp Macron, 3/4 des sympathisants Renaissance disent soutenir cette loi. Donc, c'est marrant, parce que ça, c'est les gens de droite qui votent Macron, mais qui aimeraient bien quand même, depuis un bout de temps, qu'il fasse quelque chose pour l'immigration. Évidemment, le RN soutient. Bon, le RN est... Oui. Alors, elle est largement approuvée, en tout cas par le sondage. 71% la jugent nécessaire, mais enfin, il y a quand même 28% qui ne la jugent pas nécessaire. Moi, à chaque fois, je vois l'autre côté. Et, de l'autre côté, tu sais, des lois immigration, il y en a eu, je crois qu'on il y en a eu des tonnes. Mais là, ils sont 57% à y croire, en fait. Alors, ça, c'est marrant, c'est peut-être la personnalité de Retailleau qui donne un petit peu de crédibilité. Ouais, alors, enfin, la plupart... moment, tu sais, si tu y crois après avoir été cocu depuis 60 oui, non, ans. Moi, je vous dis ça, c'est par principe. Voilà. C'est pas la question d'y croire ou pas y croire. C'est juste histoire de dire... Attends, là, tu vois, je viens de réfléchir. Oui, tu vois, je viens d'avoir une image. C'est quelqu'un qui est dans une église en train de prier la Vierge Marie en disant « Je crois en Bruno Retailleau ». Ça me fait penser. C'est bien ton image. Ouais, non, c'est trop ça. Et là, il y a la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie qui tombe et qui se casse. C'est de l'ordre de la croyance. Alors, les mesures qui sont sur la table, en gros, ça va du retour du délit de séjour irrégulier des étrangers au QTF, au durcissement des conditions de regroupement familial, externalisation des demandes d'asile ou encore la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État. Donc, 84% sont pour rétablir le délit de séjour irrégulier pour les OQTF. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire ça veut dire qu'on va jusqu'au bout de la remigration. Ça, j'ai pas bien compris. 78% durcir les conditions de regroupement familial. Quota, 78% pour des quotas, 72% pour la prolongation de durée de détention des étrangers qui présentent des profils jugés dangereux. Ça, c'est encore un truc. 90 jours à 210 jours, ça veut dire qu'on va les garder juste le double de temps, juste parce qu'ils sont dangereux. Je ne vois pas l'intérêt. Même. Ce qui est bien avec ce genre de sondage, tu vois, où tu demandes aux gens, tu sens que c'est open bar, que les mecs se lâchent. Mais là, on se lâche un peu, on se fait plaisir. Vous voulez des quotas? Oui. Vous voulez des camps de détention? Oui. Voilà, les deux derniers, c'est un peu plus sérieux. Enfin, c'est ce qu'avait fait le Danemark, enfin, et tenté de faire l'Angleterre, parce que je crois que ça a été annulé finalement. Obliger les demandeurs d'asile à formuler. Pardon, oui. C'est des sondages feel good, tu sais. Ouais, les gens, je termine juste sur les mesures comme ça. Après, on peut obliger les demandeurs d'asile à formuler leur demande d'accueil dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers plutôt que dans le pays d'accueil. Donc ça, ce type de loi, on en a beaucoup parlé ces dernières années, c'est pour ça que je le note. Et supprimer l'AME, l'aide médicale d'État, ils ne sont qu'au 69% Les gens sont quand même, à cœur... le soin. Il y a le petit cœur qui s'est réveillé à la fin du sondage. Le petit cœur de la France bat encore. Un recours à un référendum sur l'immigration reste plébiscité aussi à 64%. Bon, ça, il n'y a aucune chance.
voilà, évidemment, seuls 19% des Français lui font confiance à Barnier, gouvernement Barnier, pour réformer la politique migratoire. Un gros tiers lui préfère Marine Le Pen et ses troupes. Donc voilà, tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet. Si je puis me permettre, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau. Enfin, Oui, mais bon, il se trouve que là, c'est Retailleau. C'est pour ça que c'est juste un peu plus marrant, intéressant, c'est que... Parce qu'avant, c'était Attal à la manœuvre, je crois. Enfin, donc, mais je trouve ce genre de sondage Attal qui a fait la manœuvre de la dernière loi immigration, je ne m'en souviens même plus. Alors, notre régie dit l'Italie commence à le faire. Il semblerait les nouveaux arrivants au moins d'Afrique devraient être transférés en Albanie. C'est l'Albanie maintenant qui... Oui, mais alors encore un mauvais plan. là-dessus, oui, il a pris contact avec 2 pays, Bruno, je ne sais pas lesquels, mais je ne me rappelle plus, mais j'avais passé le truc. Moi, ce qui me fait marrer avec ces sondages, c'est que tu vois les mouvements de sabre. En fait, les gens se font plaisir en disant ouais, des quotas, des machins, des trucs. De toute façon, c'est inapplicable. Et puis, on a vu l'Angleterre qui voulait délocaliser les demandes d'asile au Rwanda. Ça a tenu ce que tu les roses, quoi. Ça, c'était une idée du Danemark au départ, hein, le Rwanda. Je pense qu'ils l'ont fait un temps. Mais l'Angleterre, finalement, ils ont... Mais ça a été annulé par le nouveau gouvernement travailliste. Oui, alors que ce gouvernement, Starmer, avait fait des promesses sur l'immigration. Et c'est pour ça qu'il avait été élu, d'ailleurs. C'était censé être une nouvelle gauche. Une nouvelle gauche qui ressemblerait plus à une ancienne gauche. Et là-dessus, Starmer, tout ce qu'il a fait, c'est d'insulter les Anglais lors des émeutes. Oui. En tout cas, ça montre quand même quelque chose. C'est que si un jour le problème de l'immigration est résolu, il ne va pas être résolu de manière humaniste. Parce que, moi, je suis quand même assez sidéré par les pourcentages de réponses élevés sur la question des quotas, sur la question de l'externalisation des demandes, des passeports dans les consulats. C'est vraiment les gens, tu leur proposes n'importe quoi, ils disent qu'ils sont pour, si ça, dans leur esprit, ça arrête l'immigration. Ouais. Et c'est quand même... D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle Bruno Retailleau a été nommé au gouvernement. C'est qu'ils le savent. Eux, ça, évidemment, l'ancien gouvernement et Macron n'en ont pas la moindre envie, puisqu'ils appliquent les demandes de l'Union européenne qui sont très pro-migratoires. Et là, c'est juste... ils temporisent... ils sont un peu pris à la gorge, en effet, par la montée du... Non, mais toutes les mesures sont impossibles. En fait, c'est des mesures qui sont anti-humanistes, qui ne fonctionneront pas et qui ne peuvent pas être implémentées. Mais anti-humaniste, de toute façon, ce sera toujours vu comme anti-humaniste, non ? Non, avoir une politique migratoire intelligente, jouer sur la circulation des gens, se poser la question en profondeur. Je rappelle par exemple Roosevelt. Roosevelt avait un gros problème dans les années 30 sur l'immigration latino-américaine. Il s'est posé la question, quelle est la racine du problème ? C'est que les pays latino-américains avaient été ruinés par les banksters qui avaient fait de la spéculation sur la dette. Il a lâché à Harry White, si je me rappelle bien, je viens tout de si c'est Harry, pour tout simplement casser les reins de la finance internationale américaine pour qu'il cessasse de jouer avec la dette des pays latino-américains et pour proposer un deal de développement aux pays latino-américains qui s'est mis en place dans la deuxième moitié des années 30 et qui a brutalement fermé le robinet migratoire. Bien plus que toutes les politiques. Pendant ce temps-là, le Front populaire, la gauche française qui à l'époque était anti-immigration, avait des mesures ultra strictes contre les migrants. Ça n'a pas du tout empêché le maintien des Polonais, des Italiens qui étaient déjà présents sur le territoire. Donc, il y a vraiment toujours... on a l'impression que c'est pour faire plaisir aux gens, pour flatter un petit peu leur bas instinct, parce que c'est vrai que... Non, mais tu parles des Polonais présents, là tu parles des États-Unis, mais c'est des gens qui ont construit les États-Unis. Non, mais là je parle de la France. Je compare, tu vois, la politique de Roosevelt aux États-Unis dans les années 30, qui attaquait le mal à la racine, en détruisant la cause de la pauvreté qui faisait venir les latino-américains aux États-Unis,
c'est-à-dire les banksters, la finance internationale, les crises de la dette, avec ce qu'on a fait en France avec le Front populaire, où là, on s'est fait plaisir en disant, il y avait notamment Jean Moulin qui s'était distingué en matière de répression des immigrés à l'époque. Et en fait, ça soulage, ça défoule manifestement, mais ça ne résout pas le problème à la racine. C'est un peu ça, moi. Oui, mais alors, on a quelques idées sur la question, mais quel serait selon toi le fait de résoudre le problème à la racine? Déjà, je pense que j'aurais une suggestion, arrêter les sondages. En même temps, Bruno Retailleau, peut-être, je ne sais pas, mais arrêter les sondages. Parce que, par exemple, sur la question de l'AME, bon, tout le monde fait une fixette sur l'AME. Putain, il y a des clandestins qui sont soignés gratuitement aux frais de la princesse. Il y a un tourisme aussi, il y a un tourisme. Et il y a un tourisme, d'accord. De toute façon, on va supprimer l'AME. Dans quelques mois, on refera un truc en scred qui sera ça, mais qui n'aura plus le nom AME. Parce que la réalité, c'est que la situation sanitaire serait telle que on doit... oui, c'est l'argument de la situation sanitaire, d'accord, Gauthier, mais tu vois bien aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent se faire les dents gratuitement. Tes dents en mauvais état, c'est pas quelque chose qui met en danger la situation. Mais là encore, tu es dans quelle société française? Tu es dans une société française. Si tu étais dans la société française d'il y a 70 ans, 80 ans, où les gens avaient encore le sens de l'intérêt général, bah, tu aurais les médecins qui refuseraient, qui ne joueraient pas le jeu. De nos jours, qui est dans la société de tout pour ma gueule, et je maquille ça par une forme un petit peu de compassion universelle du moment que ce n'est pas moi qui paye, toutes ces mesures dures seront contournées parce que la société française n'acceptera pas. C'est ça le truc, en fait, c'est qu'il y a la légalité et il y a la licéité. Et c'est vrai qu'illégalement, il y a des gens qui sont présents illégalement sur le sol français. Sauf que la réalité, c'est que la société française, dans son état actuel, accepte de manière, donc c'est la licéité, accepte la présence de populations en situation régulière depuis 20-30 ans. Non, c'est l'inverse, puisqu'on a des sondages qui montrent que majoritairement... Mais c'est les sondages, mais ça, c'est toujours la... Ça veut dire quoi quand tu dis qu'ils acceptent? C'est que les gens, dans les sondages, vont dire « Putain, c'est pas normal, et puis il y a eu tel fait divers qui va les exciter ». Sauf que, techniquement, il y a tellement désormais dans la société française, c'est un phénomène tellement de masse, l'immigration, et notamment l'immigration illégale, qu'il faudrait que l'ensemble des gens de la société soient prêts à mettre les mains dans le cambouis. Et là, je suis désolé, il y a une différence en dire dans un sondage « Ouais, les OQTF, il faut les respecter », et après, assumer ça dans la vie réelle. Rappelons Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, à la fin des années 70, pour essayer de vaincre Mitterrand, il avait annoncé le non-renouvellement des cartes de séjour, qui aurait permis, avant le regroupement familial, de virer en fait toute l'immigration maghrébine, d'un coup. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est parce que déjà, à la fin des années 70, l'administration ne voulait pas le faire. Mais oui, mais en effet, l'administration ne voulait pas le faire, parce que déjà l'Europe ne voulait pas le faire, parce qu'il y avait déjà ce projet de migration de masse. Mais là, c'est pas la même chose. Tu nous dis que la population ne le souhaite pas. La population, elle a envie que ça se régule, elle a envie que ça cesse, enfin que ça soit moins important, mais elle est un peu apathique, par ailleurs. Ça, c'est vrai. Donc, il faudrait que ça change, mais elle ne vote pas toujours pour que ça change. Mais si on l'interroge, globalement, oui, elle va dire... Elle va dire on voudrait, mais ils feront rien. Or, pour des mesures comme ça... C'est difficile de faire. Enfin, il n'y a pas tellement... La population, elle est un petit peu impuissante. Il faut quand même un soutien de la population pour ce genre de choses. Et c'est ça, on a vu, il y a quelque chose déjà au début des années 80, quand vraiment s'est posé la question de l'immigration de peuplement. Puisqu'on était 10 ans après le début de la crise économique, on n'avait pas encore le regroupement familial. C'est vraiment dans la période 75-85 que tout s'est joué. Déjà, la population, l'administration ne jouait plus le jeu,
la population se mobilisait dès qu'il y avait une bavure. On peut se rappeler Malek Oussekine. Oui, mais d'accord, mais Gauthier, c'était pas du tout la même époque. À l'époque, l'immigration était quand même moins importante. Et en effet, il n'y avait pas une grande mobilisation contre, parce que ça se passait bien et que c'était à peu près, que c'était les rapports, les pourcentages étaient encore légers. Enfin, mais là, ça n'a rien à voir. Il y a une population qui est en colère, dont la colère monte. Il y a une population qui monte. Ça n'a rien à voir avec les années 80. Il y a une population qui est en colère, mais qui est complètement apathique. C'est-à-dire, en fait, ils sont en colère devant leur télé, mais enfin, les événements dans les années 80, la population était beaucoup plus réactive, notamment la population anti-immigration. Il y avait des choses terribles. On peut se rappeler, par exemple, des lynchages à Grasse, si je me rappelle bien, c'était en 1975. C'était des bandes d'extrême droite, on ne parle pas de la population. Non, c'était Dupont, le film Dupont-la-Joie. C'est à partir d'événements qui sont globalement réels. C'était des populations qui, dans un camping, lynchaient des immigrés. Ça existait dans les années 70. Et ils ne parlaient pas de quotas, ils ne répondaient pas à des sondages. Ils agissaient de manière sanglante et terrible. De nos jours, les gens disent dans les sondages, ouais, on veut des quotas, on veut tout. Mais en réalité, ils n'ont pas la volonté de personnellement agir. Ils se disent, ah, c'est l'État qui va agir quand on aura pris. Ça veut dire quoi, personnellement agir? Je ne vois pas très bien ce qu'ils peuvent faire au niveau personnel. C'est tout simplement un mouvement social très profond de refus ou d'acceptation. Même la personne là, qui s'est fait plaisir en répondant sur toutes les saloperies dans le sondage, il va aller après en bas de chez lui, et va y avoir l'épicier arabe, lui, ah oui, mais toi, je t'aime bien. Oui, bon, mais d'accord, ça c'est normal. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, il faudrait presque des manifestations anti-immigration, et là, je pense qu'il y a un tabou. C'est que c'est encore un tabou en France peut-être de faire ce genre de manifestation, et ce serait pris comme un rejet, ce serait mal vécu. En fait, je pense que c'est compliqué, je pense, même pour ceux qui souhaiteraient réguler l'immigration, de faire quelque chose de concret, parce que c'est très vite une position qui est ingrate, en fait. Donc, ou taxé de raciste, ou taxé de... Socialement, c'est ingrat. Donc, en fait, c'est pour ça que ça bloque. Même si dans les dîners ou entre eux, ils se disent on n'en peut plus. Mais après, comment faire à part voter RN, ils se sentent très démunis, parce que c'est pas comme aller manifester avec les gilets jaunes, où ça c'est une cause sociale, ça crée du commun. Mais aller manifester contre des gens, ça crée pas un commun, et c'est compliqué. La société, désormais, la société ne mobilise plus les gens contre. Elle mobilise les gens pour. Et ça peut être les gens pro-immigration, les gens contre-immigration, les gens de gauche, les gens de droite. Ils se mobilisent plus de la même manière qu'il y a 40-50 ans. Donc, globalement, l'État, même l'État, son autorité est beaucoup moins forte qu'il y a 40-50 ans. Quand Trump était arrivé au pouvoir en 2016, par exemple, on avait vu immédiatement dans l'État fédéral que des fonctionnaires posaient la question de la désobéissance civile, parce que la société a énormément évolué depuis 50 ans et qu'il n'y a plus le même respect de la norme. Déjà dans les années 2000, en fait, sur la question des immigrés, il y avait énormément de gens qui spontanément aidaient des immigrés en situation régulière en les accueillant chez eux. Et c'est quelque chose qui n'aurait pas existé il y a 60-70 ans. Donc, la société est allée dans une forme, c'est assez paradoxal à mon avis, d'acceptation du phénomène, mais en râlant. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin. Sauf par le vote, éventuellement. Mais... Oui, mais même le vote, de toute façon, l'État est démantelé. Ouais. Non, mais c'est un sujet, c'est vrai que c'est un peu un angle mort, on ne sait pas très bien, en effet. Il y a quelque chose d'un peu inexorable, finalement, qui se passe là. Enfin, bon, on passe à... Bruno Retailleau va être comme Moïse. Il va poser le bâton, et la mer Rouge va s'ouvrir. Voilà.
Donc, tout va se régler. Oui. Non, si la mer s'ouvre Méditerranée, c'est peut-être pas bon pour la politique à Bruno. Et là, on est dans la croyance, donc on est vraiment sur les... Ouais. Alors, Macron, Netanyahou, Israël, Iran. Macron qui nous dit que Israël a été créé par une décision de l'ONU, ce qui est quand même historiquement un peu inexact et assez maladroit. Pourquoi il veut dire ça, en fait? Pour dire aux Israéliens qu'il faut respecter l'ONU? Oui, par conséquent, c'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU, ce serait ça. Mais en fait, bon, Macron, il est un peu coincé sur ce dossier, impuissant, puisque il y a une tradition politique arabe de la France, je dirais même gaulliste, en fait, hein, donc, qui était surtout activée par Chirac. Après Chirac, Sarkozy, Hollande ont plutôt donné des gages à Israël. Et voilà, mais on est un peu pris en étau entre les populations musulmanes qui grandissent dans notre pays, en tout cas c'est le cas de Macron, et nos élites qui sont pour un certain nombre d'entre eux juives, et des populations juives aussi. Donc, mais la population juive baisse dramatiquement en France, hein, elle est beaucoup moins importante. Donc là-dessus, en fait, on ne peut que... Il faut être extrêmement fin diplomate pour pouvoir... et ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron, donc il fait beaucoup de gaffes. Et puis l'Iran se peur maintenant, parce que l'Iran est puissant et aurait la puissance, aurait la bombe nucléaire. Alors ça, c'était une information qui est sortie, enfin ça fait longtemps qu'on en parle, mais elle serait détentrice, a priori, du nucléaire. Donc voilà, tout ça est... Après, la question, c'est aussi... Enfin, la diplomatie, c'est bien, mais il y a un moment face à Netanyahou, tu vas parfois même en tant que président, avoir envie de te lâcher quand même. Oui. Parce que Netanyahou, c'est quand même un pédigré très particulier. Il faut se rappeler qu'il a été formé aux États-Unis, dans les cénacles néoconservateurs, qu'il est très critiqué en Israël même, que la question de la débâcle sécuritaire du 7 octobre n'a jamais vraiment été tranchée. Parce que là encore, quand tu es Premier ministre et qu'il se passe une débâcle sécuritaire comme ça, il y a un moment, il faudrait peut-être assumer aussi. Et puis, il faut quand même être conscient de ce qui se passe depuis un an sous nos yeux à Gaza. Puisque aussi sur cette débâcle sécuritaire, il y a eu un moment, il y avait même des rumeurs comme quoi il n'avait pas pu ne pas être au courant. C'est toujours, après, ça c'est toujours, c'est le syndrome Pearl Harbor. Hein. Est-ce que Roosevelt ou des membres de l'administration Roosevelt étaient au courant ou pas de l'attaque japonaise? Est-ce qu'ils ont laissé faire ou du moins pas fait ce qu'il y avait à faire pour mobiliser l'opinion publique? Là-dessus, on ne le saura jamais, mais tout simplement, quand un gouvernement a un échec dans une grande démocratie, puisque jamais oublier qu'Israël, c'est une grande démocratie, ou du moins ça l'a été, eh bien, il faut rendre des comptes. Et là encore, quand on voit la manière dont la guerre est menée, on sent quand même une très grosse volonté d'en finir. Donc, on apprend à l'instant que la mort de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, on voit la manière dont le Hezbollah a été décapité. Et on voit surtout, moi, ce qui m'inquiète. Alors, il est chef du Hamas depuis très peu de temps. Hein, ça a duré. Puisque le dernier a été assassiné le 31 juillet. Donc, c'est pas un bon job à prendre en ce moment. Ça dure vraiment pas très longtemps. Oui, donc, bon, il y a clairement un jeu de massacre. Un jeu de massacre dont il faut rappeler quand même que la population civile est la principale victime. Et ce jeu de massacre, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand j'entends Netanyahou dire « le mal est mort » ou un truc comme ça. Oui, nous avons éradiqué le mal. Voilà, nous avons éradiqué le mal. Alors moi, là-dessus, comme tu dis, c'est une région qui demande un peu de la finesse diplomatique. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler du mal, c'était quand j'avais 6 ans, que je jouais au Maître de l'Univers, tu sais, avec Musclor, le héros du bien, qui affrontait Skeletor, le génie du mal, qui était très méchant. Ouais, bon, c'était quand j'avais 6 ans. Quoi ?
Ou Dark Vador, oui, ou je sais pas. Quand j'avais 6 ans, et je pense quand même que théoriquement, quand on est chef d'État, on va pas raviver tout ce vieux discours de la guerre juste, du mal Après, je contre pense le qu'il parlait bien. peut-être spécifiquement de Yahya Sinwar, qui est quand même un personnage un peu sympathique. Oui, d'accord. Enfin, des fanatiques, moi, j'ai une autre idée d'un autre fanatique quand même. Moi, je dis peu Faut se sympathique, oui, on va rappeler. pas faire fête, oui. Quoi? J'ai dit peu Peu sympathique, sympathique. c'est un euphémisme, mais Oui, mais c'est quand même un petit peu, c'est problématique parce que quand on est à diaboliser l'autre, dire le mal, le mal, le mal, bah, on peut pas sortir du conflit à un moment. Et quel est le projet en fait? Oui, puis quel est le C'est projet? Parce que continuer. l'éradication du Hamas, c'est une chose, mais après l'éradication du Hezbollah, ça sera encore moins facile parce qu'en fait, le Hezbollah est très bien implanté au Liban et une véritable connexion avec la population libanaise. Moi, je connais même des chrétiens maronites qui en veulent moins au Hezbollah qu'à Israël. Parce qu'Israël, je crois, ne traite pas très très bien les chrétiens au Liban. Ah Donc, bah, de toute façon, le Hamas, d'accord, mais une fois, il reste encore le Hezbollah libanais, l'Iran et toutes les puissances chiites de la région, qu'ils appellent la pieuvre, mais que sont encore les Houthis du Yémen, bon, c'est plus loin, mais et les milices chiites d'Irak et la Syrie. on a Donc, quand même un peu l'impression d'une fuite en avant, hein. Et d'une fuite en avant dont on ne sait pas trop où elle va s'arrêter, parce que la dernière fuite en avant, c'était 67, la guerre des 6 jours, où Israël a attaqué dans une guerre d'agression l'Égypte, alors que l'Égypte n'était pas une menace et il le savait, du moins n'avait pas de plan d'attaque. Résultat, qu'est-ce que ça a fait? Ça a isolé encore plus Israël de la région, ça l'a coupé d'ailleurs de son allié historique, la France, c'est le discours du général de Gaulle de condamnation d'Israël. Et en fait, il a fallu une deuxième guerre, la guerre du Kippour, en 75, si je me rappelle bien, en 76, pour en fait que Israël perdit cette guerre et qu'on puisse faire une solution un petit peu de paix, les accords de Camp David de 77. Donc, là, c'est quoi le projet? C'est refaire la guerre des 6 jours pour qu'il y ait à nous une guerre de revanche qui permette de un peu essayer de cautériser la plaie à nouveau. Bah, on n'est pas sorti. D'autant plus que le vrai problème d'Israël, c'est un problème démographique. Il faut se rappeler qu'il y a une population arabe musulmane importante en Israël, ceux qui sont restés après 1948, que leur démographie est bien plus importante que celle des Israéliens, et que à terme, Israël sera un pays où les Juifs seront en minorité. Et pendant qu'on fait la guerre et qu'on attise la haine, on ne règle pas ce problème. Et donc, justement, si on est vraiment dans une logique de confrontation, qu'est-ce qu'on fait quand on est minoritaire dans son propre pays? L'histoire nous a donné j'imagine des qu'ils y ont solutions. pensé à ça, d'ailleurs. De quoi? J'imagine qu'ils y ont pensé à ça, parce que là, ça paraît très Moi, optimiste, ça leur façon de... m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète un petit peu s'ils ont pensé à ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils n'ont pas pensé. Oui, Alors, c'est vrai. soit ils sont Ils complètement agissent comme fous, s'ils n'y pensaient pas, oui. soit ils y ont pensé, mais on ne veut peut-être pas connaître le fond de leur pensée. Il faut rappeler qu'Israël était un des pays qui était très très proche de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, et que d'ailleurs c'est pour ça que je crois que c'était Netanyahou déjà à l'époque, n'avait pas été le bienvenu aux obsèques de Nelson Mandela. Donc à un moment, et là-dessus, moi je suis très attaché à l'Israël démocratique. À l'Israël, je pense que c'est un peuple qui est absolument extraordinaire, le peuple israélien, dans sa tradition démocratique, et que ça serait bien qu'il se réveille. Je voulais ajouter que je ne sais pas dans quelles conditions exactement il a été assassiné, Sinwar, mais qu'a priori, il se cache avec les otages, justement, pour se protéger. Donc il n'est pas complètement impossible, mais là, je dis ça de façon totalement... Je suis pas... Justement, j'ai cherché de l'information, je ne l'ai pas trouvée, il ne serait pas impossible que des otages israéliens soient morts en même temps. Espérons que ce n'est pas le cas.
Ouais, donc tout ça est très vision à long terme est assez absente. Il doit y en avoir Et, une. oui, mais pour J'ai du l'instant, mal à voir Netanyahou sans vision à long terme. pardon? J'ai du Ouais. mal à imaginer Pour Netanyahou toi, sans quelle est vision sa à long vision à long terme? Parce que justement, Moi, la logique de la guerre juste, c'est l'escalade, l'escalade, l'escalade jusqu'à l'éradication de celui que tu as désigné comme le mal et l'ennemi. oui, d'accord, mais ça c'est pour le Hamas. Mais qu'est-ce qu'il fait en Cisjordanie? Est-ce qu'il a l'intention, je veux dire, est-ce qu'il il a des volontés de conquête territoriale? Tout ça. Est-ce que Netanyahou a un avenir politique sans la guerre? Moi, j'en suis pas sûr. Et ça, c'est quand même un grand classique, la fuite en avant d'un dirigeant qui est discrédité pour maintenir en place son pouvoir, sans réfléchir au lendemain. C'est ce que les Argentins ont fait lorsqu'ils ont attaqué les Malouines au début des années 80. C'est ce que la France de la Restauration a fait en 1830 en attaquant l'Algérie pour essayer d'éviter la révolution. C'est ce qu'a fait le gouvernement révolutionnaire en 92 en déclarant la guerre à toute l'Europe pour masquer le fait que les Français en avaient assez des réformes révolutionnaires. Donc malheureusement, je ne sais pas trop. Je pense que le projet, c'est de survivre lui, et qu'après, les quelques personnes qui se projettent sur le long terme ont des visions qui pour le futur, dont on peut espérer qu'elles ne fonctionneront pas. Oui, parce qu'il y a des orthodoxes en Israël qui sont pour le grand Israël, qui sont encore plus extrêmes que celles de Netanyahou, hein, puisque il y en a qui sont... Enfin, j'ai entendu d'autres jours des orthodoxes déclarer que Israël avait des frontières. Enfin, je ne veux pas me tromper exactement sur comment ils voyaient les frontières, mais en tout cas, c'était prendre tout l'espace. C'était terminé. Comme ça, c'est bien. Les Juifs en Israël ne seront pas minoritaires en 2050, mais dès 2026, ils gagnent la guerre. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a aussi quelques encore plus radicaux que Netanyahou en Israël. Ben oui, on trouve toujours plus radical que soi. Toujours, oui, en effet. Bon. On passe rapidement pour terminer sur la campagne américaine et sur les derniers. À la tragédie et à la comédie. Oui, voilà. Ça se termine un peu en farce quand même, comme on dirait. Là, cette campagne se termine un peu en farce. Là, on est plutôt dans le... Remarque qu'elle avait commencé en déambulateur. Oui, voilà. C'est vrai. Et là, elle est particulièrement... C'est pas d'ailleurs... Là, c'est pas du tout parce que je prends un parti pris pour un candidat. C'est juste... Factuellement, elle est extrêmement mauvaise. Non, mais t'es pour Kamala Harris, de toute façon, tout le monde le sait. Non, mais déjà, je pense qu'aucun des candidats n'est très emballant. Mais je pense que Trump vieillit un peu. Pardon ? Heureusement qu'ils n'ont pas le pouvoir, les présidents américains. Tu te rends compte si t'avais... Parce que ça commence à faire un certain nombre d'années où ils ne sont jamais très emballants. Mais là, Trump fatigue un peu, et elle, c'est impressionnant. Incohérente, elle répond à rien. Elle est quand même coachée, c'est-à-dire que même moi, j'arriverais à... Tu dis ça juste parce qu'elle est noire. Enfin, Avouons-le, c'est ça. Non, c'est pas parce que c'est sa ligne de défense, non, de toujours dire. Let's be clear. Elle dit toujours let's be clear et après elle dit plus rien. Elle est évasive. Quelquefois elle dit des trucs qui n'ont aucun sens. Puis elle a toujours ce rire hystérique. Mais c'est toujours la faute de Trump. Mais enfin, ils ont eu un mandat de 4 ans quand même derrière. Et alors elle a dit qu'ils avaient un broken immigration system that needs to be repaired. Donc, elle va sur les terrains de Trump. Donc, oui, il faut fixer ce problème migratoire. Alors qu'ils sont en train de faire venir particulièrement un grand nombre d'immigrés en ce moment pour les faire voter. J'ai vu que c'était une théorie du complot. C'est Elon Musk qui en parle. Hein. Ah oui, mais Elon Musk, j'ai lu que c'était un mec d'extrême droite.
Il est très, très conspi peut-être, mais et d'ailleurs Elon Musk va plus loin puisqu'il dit que c'est la dernière chance. C'est-à-dire qu'il dit que si la mandature démocrate passe, ils vont faire venir beaucoup d'immigration justement pour s'assurer d'être le grand parti central à l'avenir et de ne pouvoir jamais être challengé. Donc ça, c'est la grande théorie de Musk, mais qui est bien sûr complotiste. On le sait, mais enfin voilà. Donc elle dit exactement l'inverse de ce qu'elle disait, juste pour grappiller un peu de terrain trumpiste de ce qu'elle disait avant d'être en campagne, hein, parce que c'est elle qui a passé la loi pour donner la citoyenneté, alors, une loi pour faciliter la citoyenneté. Là, je ne vais pas aller dans les détails, mais en tout cas, les démocrates sont pro-immigration là-dessus, donc c'est assez clair. Donc là, elle a aussi dit qu'elle possédait une arme. Elle a été incapable de répondre sur quel type d'arme, mais ça aussi, c'est pour aller. C'était la fausse gaffe pour aller sur des terres trumpistes. Tout ça est un peu pathétique, c'est-à-dire. Il y a son, si je me rappelle bien, il y a son colistier là qui est pour les armes plus ou moins là, son futur vice-président si elle est élue. Mais là-dessus, pour revenir sur la théorie complotiste de Musk, il faut se rappeler que en fait, il y a déjà eu un phénomène comme ça qui a existé dans l'histoire des États-Unis dans les années 50-60, puisque avant, le système électoral américain était contrôlé par les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Et à partir des années 1910-1920, ils commencent à sentir que sous la pression de l'immigration polonaise, italienne, ils vont devenir minoritaires, ils mettent en place des quotas, ils verrouillent le système. Et dans les années 50, en fait, les WASP se font gober parce que tout simplement, la vague d'immigration venue à l'époque de pays blancs va les rendre minoritaires dans leur pays. Et c'est à ce moment-là où va naître l'apparition de White aux États-Unis, qui va englober en fait les WASP et tous les descendants d'immigrés d'Europe venus à la fin du 19e siècle, pour justement refaire une majorité centrale. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs où le premier président non-WASP de l'histoire américaine est élu avec Kennedy, dans les années 60. Et d'une certaine manière, on peut se dire que là, ce que sont en train de faire les démocrates, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, refonder une nation américaine différente. Et à partir de là, les républicains, de toute façon, après les années 60, ne sont plus comme les républicains des années 1910, 1920, ni les démocrates d'ailleurs. Tout le centre de gravité du système électoral américain a basculé. Et je pense que si on était avec un système à l'européenne, c'est-à-dire sans le vote par État, en réalité, la bascule aurait déjà été faite, puisque les naissances blanches sont minoritaires depuis 2013 aux États-Unis. Mais quand tu dis que ça a basculé, c'est-à-dire que les républicains, aujourd'hui, c'est un vote plutôt populaire et que le démocrate est un vote de classe moyenne supérieure. Alors, il y a aussi cette bascule qui se fait. En fait, je pense que dans les années 60, il y avait justement la fin de l'Amérique WASP. À mon avis, ce qui se joue en 2020, c'est la fin de l'Amérique rurale. Puisque c'est surtout ça, en fait. C'est les métropoles qui, est-ce que les métropoles, il faut se rappeler aussi qu'aux États-Unis, il y a le projet des méga-régions, c'est-à-dire en fait de structurer toutes les régions économiques pour les besoins d'une dizaine de grandes métropoles. C'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années de faire. Et en fait, progressivement, que le reste du pays soit abandonné parce qu'il n'aurait plus d'avenir. Donc, je crois qu'on assiste, effectivement, Musk a raison quand il dit qu'on assiste à une bascule, que les démocrates jouent à mort là-dessus, mais c'est pas juste une question en fait sur l'immigration, c'est une question globalement sur les métropoles contre l'Amérique rurale. Et d'ailleurs, quand elle dit qu'elle est la candidate de la classe moyenne et de la finance en même temps, ça aussi, c'est très fort.
C'est vraiment, c'est vraiment Ouais, elle est honnête, par noyer le contre. poisson Mm. de la façon, je trouve, assez. C'est pas très joli. Mm. Non, mais de toute façon, Kamala Harris ressemble à rien. Ses propositions ressemblent à rien. C'est un mélange de plein de trucs. C'est du en même temps, en fait, à En même temps, l'américaine. c'est la théorie catch them all, c'est-à-dire attraper-les tous de n'importe quelle façon. Oui, c'est du en même temps. C'est du bon macronisme. De toute façon, c'est très proche. Mm. En Non, termes mais de toute façon, Mais Macron était un peu meilleur quand même, hein, en campagne. Là, on a toujours 20 ans de retard de décadence sur eux. et de tout. Euh, Décadence ou de. Rappelle-toi ce que Mais- disait Clémenceau, les États-Unis sont le seul pays qui sont passés de la barbarie à la décadence sans connaître la Non. civilisation. Ils ont pris un Non, shortcut. c'est quand même étonnant que dans un pays comme ça, ils n'aient pas pu trouver un candidat démocrate qui tienne la route, quoi, qui arrive à baratiner, mais bien, quoi. Ouais. Oui, oui, non, mais C'est c'est très facile. compliqué à trouver, je sais Non, pas, mais une femme en fait, métisse, ce qui- si possible, en effet, mais qui sait se débrouiller. Enfin, parce que là, enfin, sur toute cette population de gens diplômés. tu as l'impression que Jojo le balayeur serait meilleur qu'elle. Oui. C'est très clair. C'est quand même très, très. Moi, je trouve que Mais c'est quand même un signe de déclin de l'Amérique, cette candidature démocrate. Presque pire que Biden, qui est. Alors, déjà, le sénile Biden, c'était déjà un signe. Enfin, il a été un personnage qui a quand même fait le boulot avant. Ouais, et Clinton. Mais là, elle est jeune, elle. Et jeune, elle n'est pas capable de faire le boulot. C'est pas un problème de sénilité, là. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est le plus grave. Et après, je voudrais dire un truc super intéressant, mais j'ai oublié. C'est pas grave, je suis fatigué. Ouais, après, ce qu'il faut voir déjà, c'est que le politique est décrédibilisé et que quand on regarde la campagne, ce ne sont que des sentiments. Que des sentiments. Que des Oui, sentiments. de l'émotionnel. On est dans la politique des sentiments, mais des deux côtés. Mhm. C'est dingue. Je lisais un article parce que j'étais un peu dépressif, donc j'avais envie de m'amuser. J'ai lu un article de Piotr Smolar. Oh, bah, tu le lis tout le temps, Piotr Smolar. C'est ton référent. Non, je ne suis pas tout le temps dépressif, je ne te laisserai pas dire ça. Mais là, j'ai senti que j'avais besoin. Les feuilles tombent, les cheveux aussi, c'est automne, donc je lis Piotr Smolar. Tu lis Le Monde. Ouais, ah bah oui, toujours, évidemment. Moi, je suis un winner de la mondialisation, donc je lis Le Monde. Et donc, Piotr Smolar expliquait donc que Trump, en fait, faisait campagne parce qu'il avait peur d'aller en prison. Voilà, parce qu'il le méritait, mais que c'était un fils de pute parce qu'il était tellement radical que si jamais il arrivait au pouvoir, il mettrait des gens en prison. Et donc, on a. Oui, c'est ce qu'il se dit. J'ai entendu ça, que voilà, les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui, il allait les mettre en prison comme Poutine a fait avec cet homme. Là, il y a un homme il y a une histoire russe que je trouve un peu étrange, mais cet homme qui a été mis en prison 2 années parce qu'il avait publié sur un réseau social un dessin pour la paix en Ukraine, avec sa fille, publié un dessin de sa fille. 2 ans de prison. Je vois pas l'intérêt de Poutine de faire un truc aussi radical. Mais bon, il a peut-être fait. Enfin, 2 ans de prison. Alors, il témoignait qu'il avait vécu avec des rats, presque pas vêtus. Je te rappelle que les Russes, quand même, sur l'Avno, hein, ils en ont un peu rien à battre. Quand il y avait eu le drame, tu sais, du sous-marin Kursk, où il y avait les marais qui avaient nourri les poissons, il y avait une veuve qui avait engueulé Poutine en direct. Il l'avait, devant la caméra du monde entier, s'est mis sous sédatif avec une seringue. Donc, la Russie, ils ont d'autres valeurs que les nôtres. Mais pour terminer sur Piotr Smolar, ce que je trouve qui est génial, c'est qu'il dit Trump, gros fils de pute, il va remettre en cause l'état de droit. Mais il dit le drame, c'est qu'il a mis la Cour suprême à sa main. Or, qui incarne la Cour suprême aux États-Unis? Qu'est-ce qu'incarne la Cour suprême aux États-Unis? C'est l'état de droit. Donc, il y a une petite contradiction dans la phrase. Oui, tout est contradictoire. Alors, c'est parce que Trump, en fait, a utilisé de ses pouvoirs de président pour faire une Cour suprême à sa botte. Enfin, il a déjà été président, il a emprisonné, il a déjà fait un mandat, en fait, c'est ce qu'on oublie, il a emprisonné personne. Oui, enfin, après, il faut quand même voir que là, l'ambiance serait, à mon avis, très différente pour le deuxième mandat de Trump. Ça, c'est sûr. Parce qu'on dit toujours que les présidents américains se lâchent sur le deuxième mandat.
Tu sais, ils font le truc, c'est un peu comme quand tu as un cancer en phase terminale. Prêt à faire des trucs en deuxième mandat. Barack Obama qui avait signé un accord avec l'Iran. Eisenhower qui s'était mis à dire ouais, le complexe militaro-industriel est en train de nous ruiner. Donc Trump en deuxième mandat, je pense qu'il faudra... Bon, bah écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour. Bah, nous avons 1h15 d'émission. On avait dit qu'on allait faire. Et on va peut-être s'arrêter là. Ça prouve qu'on est résilient, que la civilisation occidentale peut s'effondrer, mais nous, on sera toujours là. Je te dis bonne nuit à nos auditeurs. Et on continue avec l'Armagnac. Voilà, exactement. Mais on va se coucher. Bye bye. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.